en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon. Bonjour et bienvenue dans En habit vert, une émission qui aujourd'hui est consacrée à Henri de Monterland. Né à Paris le 20 avril 1895, et non en 1896 comme il le fit souvent croire, Henri, Marie, Joseph Millon de Monterland fut un écrivain fécond et l'auteur de nombreuses pièces de théâtre. Chantre de l'héroïsme guerrier, des valeurs viriles et de la camaraderie, il fut aussi un grand moraliste, inscrivant ses pas dans ceux de Maine de Biran et de ses prédécesseurs, les moralistes français du grand siècle. Ce solitaire orgueilleux a sans doute pour beaucoup contribué à s'isoler de ses contemporains, et ces derniers ne l'ont pas toujours traité, c'est vrai, avec beaucoup de mansuétude. Il n'en reste pas moins que l'auteur des Jeunes filles, du Cardinal d'Espagne ou encore de la Reine morte est de ce petit nombre d'écrivains dont le style est reconnaissable entre tous. Élu à l'Académie française le 24 mars 1960, Henri de Monterland s'était pourtant refusé à faire campagne. Il fut reçu en réunion de commission et non pas sous la coupole, comme le veut l'usage, prétendant être agoraphobe. Refusant de perdre peu à peu l'usage de ses facultés et puisant en cela des exemples célèbres dans l'histoire antique, Henri de Monterland, tel le stoïcien Sénèque, s'est donné la mort à Paris le 21 septembre 1972. Alors c'est dans le Paris troublé par l'affaire Dreyfus et encore bruissant des tout premiers Jeux olympiques modernes qu'est né Henri Millon de Monterland, d'une famille qu'il présentera plus tard comme de vieille noblesse catalane. Le milieu familial est conservateur et catholique, et adulte, le romancier se souvenait encore parfaitement avoir reçu pour cadeau, le jour de ses 8 ans, un exemplaire du Quo Vadis que Sienkiewicz venait alors tout juste de publier. De ce roman qui lui ouvrit les portes de la Rome antique, il avait coutume de dire que Quo Vadis avait représenté pour lui ce que la découverte du Nouveau Monde avait été pour Christophe Colomb. Pour l'adolescence, 2 maîtres ont durablement influencé Monterland, Maurice Barrès et Friedrich Nietzsche. Comme devait d'ailleurs le dire Claude Lévi-Strauss, le 27 juin 1974, à l'occasion de sa propre réception à l'Académie française, au fauteuil justement laissé vacant par la mort de Monterland, le romancier a émaillé de nombreux souvenirs biographiques les pages de certaines de ses œuvres. Ainsi, ces pages de la jeunesse d'Armand de Bricoule, dans lesquelles on peut lire que le jeune héros était bien plus familier, je cite, avec le monde ancien qu'avec le nôtre, et qu'il se croyait spectateur des prodiges décrits par les historiens et les poètes. Montrant combien l'acquis s'est très tôt mêlé à l'inné chez le jeune Monterland, Lévi-Strauss ajoute que, servi par la naissance et la fortune, l'adolescent Monterland le fut aussi indéniablement, et peut-être plus encore par ses propres dons. De ses premières années, il est difficile cependant d'avoir davantage d'éléments. On sait en effet avec quel soin jaloux le romancier a, toute sa vie durant, caché le moindre élément biographique pouvant donner lieu à interprétation. À cela, plusieurs explications. L'éducation et le milieu tout d'abord. L'éducation aristocratique qui méprise le moindre attendrissement sur soi-même ne porte certes pas à la confession. Sans doute aussi certaines secrètes inclinations qui, pouvant paraître en complète contradiction avec la morale affirmée du romancier, ce chantre autoproclamé de la virilité, valeur pourtant ô combien ambiguë, représentait-elle une menace pour un écrivain qui ne cachait pas que son public était essentiellement féminin et provincial. Cette véritable manie du secret n'a parfois pas eu d'autre origine qu'un goût prononcé pour le romanesque. C'est ainsi qu'Henri de Monterland a toujours préféré se choisir pour date de naissance un 21 avril, simplement parce que cette date est celle de la fondation de Rome. Alors quoi ? Devrait-on, dans un siècle qui a pour fond de commerce le déballage d'obscénités en tout genre, condamner la discrétion d'un romancier qui, de son vivant, choisit de se brouiller avec l'un de ses plus proches amis, Roger Perfit, au motif que celui-là avait justement choisi de faire carrière dans le scandale et avait, dans la mort d'une mère, fait état de manière à peine voilée à certains épisodes de sa vie privée. On sait, là encore, parce que Monterland s'en est servi pour donner vie à son double en littérature,
qu'à l'instar du jeune Armand de Bricoule, il fut lui-même élève à Sainte-Croix de Neuilly, un établissement dont il devait être ensuite renvoyé en 1912, puis à Janson de Sailly, ce qui a donné quelques pages pour La Relève, puis pour La ville dont le prince est un enfant. Enfin, à ceux qui l'interrogeaient sur cette manie du secret, Monterland avait coutume de répondre que les écrivains sont leurs œuvres et qu'il n'est donc nul besoin de les approcher. En somme, une manière de rejoindre Proust et son contre Sainte-Beuve. C'est dans une autre expérience, dans une autre initiation, que Monterland a puisé le matériau de son œuvre romanesque et parfois biographique. Et cette expérience, c'est bien sûr celle de la Première Guerre mondiale. Mobilisé en 1916, il est d'abord versé au service auxiliaire, puis affecté au 300e régiment d'infanterie. Blessé, décoré, il en tira un roman nettement autobiographique, Le Songe, ainsi que son célèbre chant funèbre pour les morts de Verdun, véritable ode à l'héroïsme des combattants de 14, dont nous entendrons un extrait en fin de cette émission. Entrant à l'Académie, Claude Lévi-Strauss ne s'y trompa d'ailleurs pas, qui devait affirmer, je cite, « Le type d'expérience que plusieurs membres de ma génération ont demandé à l'ethnologie, à la génération de Monterland, la guerre puis le sport le fournirent. Celui-ci, d'ailleurs, accessoirement à celle-là, car il considérait avec raison le sport comme une activité intermédiaire entre le grand lyrisme physique de la guerre et la bureaucratie de la paix, indispensable à ceux qui étaient entrés dans la vie en devant à ce point tenir compte du corps et s'attirer de la nature, mais, quelles que soient ses vertus, domaine un peu étroit. Pour Lévi-Strauss, le rôle de la guerre fut non seulement décisif pour Monterland, comme pour les millions d'hommes qui en firent l'expérience, mais elle fut plus encore une expérience critique. La guerre, écrit-il, remit en question toutes les valeurs, et pour Monterland comme pour beaucoup d'autres, elle fut véritablement le lieu d'une expérience critique. Il le souligne d'ailleurs dans le chant funèbre pour les morts de Verdun. Et Lévi-Strauss de citer Monterland, « L'évangile de notre vie sociale n'a qu'une valeur relative. Voilà ce que la guerre a montré à tous ces hommes. » Une fois démobilisé, c'est vers le sport que se tourne Monterland, rejoignant sur les fortifs ses anciens compagnons des tranchées, choisissant le stade, la piste ou bien le football, afin de tenter de retrouver là cette camaraderie virile et l'esprit de solidarité qu'il avait connu à partir de 1916. Dans les années d'après-guerre, on voit aussi Monterland entreprendre plusieurs voyages, plus particulièrement dans le bassin méditerranéen. Henri de Monterland est avant tout un écrivain précoce. En 1922, il écrit Le Songe, alors qu'il n'a que 23 ans. L'œuvre, qui décrit la force et le courage des combattants, fut aussitôt saluée en ces mots par Romain Rolland « J'ai eu la joie de découvrir un jeune écrivain de génie ». Henri de Monterland a pourtant déjà 2 œuvres à son actif, et notamment La Relève du matin, qui apparut en 1920. Mais dès la parution du Songe, on découvre en fait un auteur qui n'éblouit pas seulement par l'élan lyrique ou la maturité de la pensée, ni même par le feu du style, mais tout simplement parce que peu d'ouvrages littéraires, comme l'explique Lévi-Strauss, apparaissent à ce point en prise directe sur une personnalité hors du commun. La relation entre la personne et l'œuvre est en effet immédiate. Au styliste reconnu de ses pairs dès les premiers pas en littérature, il faut ajouter ce que Lévi-Strauss, une fois encore, qualifie de principe de la feinte et de l'alternance. D'après l'ethnologue, en effet, le principe de la feinte apparaît chez Monterland dès Le Songe et dès les Olympiques. Il est bien entendu encore présent dans une pièce comme Le Cardinal d'Espagne. On le retrouve ensuite dans La Rose des Sables, essai anticolonialiste écrit durant l'entre-deux-guerres, que Monterland réécrira plusieurs fois dans sa vie jusqu'en 1968. C'est d'ailleurs dans cette œuvre si souvent remaniée que Monterland a écrit, je cite, « La vérité est anormale, celui qui la voit est fou ou va le devenir ». Pour l'alternance, elle consiste chez Monterland à présenter dans un roman un thème qui sera ensuite repris et développé dans une pièce ultérieure jusqu'à en devenir l'intrigue. Ainsi, ces lignes d'un voyageur solitaire est un diable, roman paru en 1961, énonce-t-elle un argument qui est déjà présent dans La Reine morte, une œuvre de 1942, avec ce passage « Soudain, c'est un souverain, une bête de proie royale qui pourrait faire grâce et qui tue, et qui, enfin, a tué, se sent roi ».
Monterland lui-même a d'ailleurs avoué un jour que le thème de la gloire du collège, ou alors de la ville dont le prince est un enfant, et même des garçons, a été utilisé à 3 reprises, même matériaux présents dans un essai, dans une pièce de théâtre et enfin dans un roman. Et Lévi-Strauss de conclure: en effet, le progrès de l'œuvre de Monterland a surtout consisté à couler une substance immuable parce qu'elle contient en elle-même sa propre diversité, dans des moules dont la façon seule est différente, d'abord lyrique, puis romanesque et théâtrale enfin. Alors on a parfois fait de Monterland le sculpteur dont les œuvres sont d'un marbre si dur que leur beauté en serait inaccessible aux profanes. Si, incontestablement, il y a un sens de l'emphase et du tragique chez lui, on ne peut oublier que les ruptures de style, dans le roman notamment, font souvent passer le lecteur du tragique au burlesque. Ainsi, d'un côté, il y aurait ce fort langage qui placerait Monterland du côté de Bossuet, de Saint-Simon, de Rousseau et même de Chateaubriand, une langue écrite et maniée par quelqu'un qui avouait passer chaque jour 1 heure dans les bibliothèques publiques et qui ne se cachait pas d'avoir recours systématiquement au dictionnaire, un homme enfin qui n'hésitait pas non plus à demander à certains de ses amis le véritable sens, en latin, de la racine de tel ou tel vocable. Pour Lévi-Strauss, recommençant l'Antiquité, Monterland a aussi renoué avec le XVIIe siècle, ce grand siècle de l'étude de l'Antiquité romaine. Dans le même temps, il se refusait à devenir le prisonnier des règles de grammaire et de la syntaxe, puisque, ainsi qu'il l'écrivait un jour, on passe finalement 30 ans de sa vie à changer des comme en ainsi que, et puis on s'aperçoit un beau jour que les maîtres n'ont jamais eu de tels soucis et qu'on a été bien bête. Alors, on parlait de burlesque, il faut aussi donner quelques exemples de ces ruptures de style qui, chez Monterland, font passer du sentiment tragique au comique. Souvenez-vous, dans le début de La Petite Infante de Castille, des déambulations nocturnes de Léon de Coentrée. Souvenez-vous du personnage de Marie dans Fils de personne, ou encore de Madame de Bricoule dans Les Garçons, sans oublier bien sûr Madame d'Andillot dans Les Jeunes Filles. Les mères, généralement, sont peintes avec une redoutable férocité par Monterland. Et qui dira après cela que cet auteur de théâtre, dont certaines pièces ont été jouées plus de 1500 fois d'affilée, que ce romancier dont les tirages faisaient pâlir ses confrères, n'était qu'un pompeux. En matière d'écriture, il était certes scrupuleux, mais avec une liberté souveraine. Ce patriote, qui est aussi un anticolonialiste lucide, comprend dès le milieu des années 30 la nature réelle de l'hitlérisme, qu'il dénonce dans plusieurs articles de presse, en 1936 notamment, puis en 1938. L'occupant ne s'y est d'ailleurs pas trompé, qui a interdit après 1940 l'ouvrage intitulé L'Équinoxe. À partir de 1940, Henri de Monterland se tourne davantage vers le théâtre. Il délaisse la veine romanesque avec laquelle il renouera cependant dans les dernières années de sa vie. Son théâtre connaît le même succès que ses romans. C'est tout d'abord La Reine morte en 1942, Fils de personne, puis Un incompris en 1943. D'autres grandes pièces suivront après-guerre, et notamment La ville dont le prince est un enfant, écrite en 1951, publiée rapidement, mais créée il y a quelques années seulement par Christophe Malavoie. Et c'est encore, comment l'oublier, le cardinal d'Espagne en 1960. Tous ces succès aux succès accumulés ont-ils suscité la jalousie de confrères moins envieux? C'est la question que l'on se pose lorsque l'on voit le procès qui fut fait à Monterland au sortir de la guerre. On a en effet parfois prétendu que l'ancien héros de 1914 n'avait pas eu sous l'occupation la même attitude héroïque. Monterland analyse pourtant avec lucidité les raisons qui amenèrent à la débâcle de 1940. Il fut aussi un spectateur avisé de la vie parisienne sous l'occupation, qu'on en juge à la lecture de l'équinoxe de septembre, du solstice de juin ou encore des fameux carnets 1940-1944. La vérité est ailleurs. Monterland est dès la fin des années 1930 en complète rupture avec la société contemporaine. Il cherche à transcender les luttes partisanes qu'il observe avec un mépris non dissimulé. Plus que jamais moraliste, il excelle dans la description de la grandeur et de la faiblesse de l'homme, ni ange ni bête.
Et c'est un psychologue avisé lorsqu'il s'agit de sonder les mystères de l'âme féminine, ces jeunes filles se vendirent d'ailleurs à des millions d'exemplaires. Et comme il le dira plus tard, tout ce qui n'est pas littérature ou plaisir est du temps perdu. Adulé de son public, reconnu par ses pairs, l'Académie française ne pouvait pas ignorer plus longtemps l'un des premiers auteurs français. Pour André Gide, Monterland, en effet, est un seigneur des lettres. Quant à François Mauriac, académicien et prix Nobel de littérature, il écrit dans son bloc-notes, apprenant l'entrée de son confrère à l'Académie, je cite « Monterland, c'est pour moi un écrivain, le type même de l'écrivain français d'une certaine famille, Chateaubriand, Barrès, à laquelle je me flatte d'appartenir aussi, avec d'anciennes et solides alliances du côté de Port-Royal. » J'y suis moi-même demeuré fidèle, alors que Monterland, qui a toujours joué les libertins, y a cherché des sujets de pièces, mais non des principes de vie. Il n'empêche, nous sommes des frères. Élu à l'Académie française le 24 mars 1960, au fauteuil laissé vacant par André Siegfried, Monterland n'a effectué aucune des visites de candidature, formalité préalable à laquelle il s'était refusé. Et puis en juin 1963, prétendant cette fois être agoraphobe, il demanda à être reçu par le duc de Lévis-Mirepoix, directeur de l'Académie, non pas sous la coupole, comme le veut l'usage, mais en séance de commission. Son discours d'hommage à son prédécesseur fut lui aussi assez singulier, puisque Monterland choisit de s'attarder longuement sur une géographie de la Nouvelle-Zélande qui, il est vrai, n'avait pas paru très emblématique de l'œuvre de Siegfried à ses contemporains. Devenu quasiment aveugle à la suite d'un accident, Henri de Monterland choisit de mettre fin à ses jours, dans son appartement du 25 quai Voltaire, à Paris, le 21 septembre 1972. Il avait alors 77 ans. Ses cendres furent dispersées à Rome, sur le Forum, entre les pierres du temple de Portunus, ou temple de la fortune virile, et dans le Tibre, par Jean-Claude Barras et Gabriel Matzneff. L'Académie française, par la voix de Thierry Molnier, lui rendit un hommage solennel le 28 septembre 1972. Pour Molnier, Monterland s'était établi depuis longtemps parmi les figures dominantes d'un siècle littéraire qui n'apparaîtra pas à nos descendants comme indigne des plus glorieux, et d'ajouter qu'Henri de Monterland s'était voué toute sa vie à une austère et insolente solitude par l'enseignement de la Rome stoïcienne et la fascination espagnole du dépouillement suprême. De cette solitude hautaine, Lévi-Strauss, qui devait succéder au fauteuil laissé vacant par la mort de Monterland, a fort bien parlé en précisant que cette attitude aristocratique de l'auteur du Cardinal d'Espagne était en fait une sorte de morale. Pour lui, Monterland ne dédaignait pas les humbles, dont il a recherché la compagnie à la guerre, dans la pratique du sport ou encore dans celle de la tauromachie. Pour Monterland, les hommes prennent le risque de se dégrader quand ils sont en foule. Dans un siècle où l'écrivain doit se prononcer sur tout, toujours et en tout lieu, Henri de Monterland a été l'un des premiers à avoir dénoncé cet accaparement qui vient directement menacer l'intégrité de l'auteur et le détourner de son grand œuvre. Encore une fois, tout ce qui n'est pas littérature est du temps perdu. Alors je vous propose maintenant d'entendre la voix d'Henri de Monterland grâce à un enregistrement qui date de juin 1951, un enregistrement qui nous présente Henri de Monterland à l'âge de 50 ans et qui présente son œuvre et la démarche de vérité qui l'a toujours guidé. On entendra ensuite le comédien Michel Auclair lire 2 extraits d'œuvres de Henri de Monterland, le premier, Encore un instant de bonheur, et le second, extrait du Chant funèbre pour les morts de Verdun. Toi avec ta douceur confuse, extrait de Encore un instant de bonheur. Toi avec ta douceur confuse, et moi engourdi par la force, nous avons dormi côte à côte comme 2 serpents sous la même écorce. Mon âme a dormi avec toi et t'a aimé sans un mot. Toi si petite, toi l'ami de toutes les choses petites de la terre, et moi qui, si j'étais monté dans la plus haute des plus hautes sphères, m'y sentirais encore captif et voudrais monter plus haut. Nous avons été mêlés comme la rive et la rivière. Nous avons été mêlés comme le cygne et l'eau. Et maintenant, d'autres que moi pourront boire à cette tête chère. D'autres hommes feront, tels les vents constellés, leur souffle sur ton corps dormant comme sur une campagne tranquille.
D'autres hommes entreront en toi avec leur face de damnés. Je te garderai dans mes bras et tu y seras éternellement immobile. À un aspirant tué, poème liminaire du chant funèbre pour les morts de Verdun, extrait de Mors et Vita. J'ai lavé ton front tête vide, défait les cuirs sur tes reins étroits, défait le col sur ton sein aride. Pauvre corps, qu'a-t-on fait de toi? Tu priais que passât ce calice, je tairai tes yeux tournoyants. Frère du choix plus fort que le sang, qu'avais-tu fait pour qu'on te punisse? Mais va, descends pas un cœur lourd, on n'a pas besoin de leur justice. Emporte au fond du noir séjour tes médailles protectrices. Avec ces noms de régulatrices descendra la guerre à son tour. Je reste pour juger un jour quel bonheur valait que tu périsses. Ce jour de juin 1951, un écrivain de 55 ans est convié à se retourner vers les 32 années de sa vie littéraire et à dire, en 4 minutes et demie exactement, ce qui se dégage selon lui des 23 ouvrages qu'il a publiés. Dès mon second livre, Le Songe, mon parti était pris de m'accepter entièrement en tant qu'homme et en tant qu'écrivain, de ne craindre jamais d'exprimer tout ce que je ressentais, même quand cette expression pourrait m'être comptée à grief. Un homme en sa nudité et qui allait s'exposer pendant toute une vie, qui allait se donner dans son œuvre avec une imprudence consciente pendant toute une vie. Donc, tout de suite, entre moi et le public, ce caractère, l'absence de mensonge, d'un mot plus large, l'honnêteté. Il est à peine besoin de rappeler qu'une telle attitude, loin que le public vous en estime, se paie cher. Cette expression totale m'était rendue facile par une sensibilité, une sensualité et une imagination qui me permettaient de saisir au passage les phénomènes les plus ténus et les plus fugaces qui affleuraient en moi, et qui elles-mêmes étaient servies par un instrument capable de les rendre dans l'art avec intensité et précision, sans déchet aucun. De là qu'il me semble qu'un nombre considérable de sentiments humains ont été rendus dans mon œuvre, publiée ou non publiée, tantôt pris à mon compte, tantôt prêtés à des personnages de fiction. C'est cette sympathie avec tout ce qui existe, même quand cela vous est hostile, qui fait l'unité de mes écrits, unité pour moi saisissante. On pourrait dire en d'autres termes que c'est le sens de la vie, ou encore le sens de l'humain. Cette sympathie est, me dit-on, sensible en particulier dans mon théâtre. Et cela est naturel, puisque tout commentaire de l'auteur disparaissant dans l'art dramatique, c'est directement, c'est-à-dire avec une ingénuité pleine de force, que l'auteur fait passer dans chacun de ses personnages la part de lui qui correspond à cette créature imaginaire. Dans chacun d'eux successivement. Il n'est pas un des personnages de mon théâtre avec lequel je ne sois d'accord, que je n'ai tiré d'un de mes moi-même. Je ne suis aucun d'eux, et je suis chacun d'eux. Mais, bien avant d'écrire pour la scène, j'avais dégagé ce caractère essentiel de ma nature dans un texte que je tiens pour la clé de mon œuvre et de ma vie. Ce texte, écrit il y a un quart de siècle, en 1926, apparu en 1927 dans Aux Fontaines du Désir, des extraits vous en seront lus par M. Michel Auclair dans un instant. À l'âge de 16 ans, je prononçais pour l'Académie littéraire de mon collège une conférence dont le titre était « L'acceptation ». Qu'ai-je fait d'autre depuis 40 ans qu'accepter? Accepter les autres, m'accepter moi-même, accepter les circonstances, accepter en approuvant. C'est cette acceptation et cette approbation de la nature et de ce qu'on appelle aujourd'hui la condition humaine qui sont le propre de ce que j'ai été comme de ce que j'ai fait. Depuis mon adolescence même, il y a toujours eu quelque chose en moi qui a fait écho dans les plus grandes profondeurs à ce qu'ont exprimé en des termes presque identiques tantôt le personnage inconnu de certains fragments d'Euripide, rien de ce qui est fatal ne doit nous paraître cruel, tantôt Marc Aurèle, au monde, je veux ce que tu veux, tout ce qui arrive arrive justement, tantôt Nietzsche, dire oui à la vie. À présent, je vis dans un monde dur où tout ce que j'aperçois à perte de vue est marqué du triple sceau de la folie, de la bassesse et de l'horreur. Et pourtant,
Cette adhésion universelle me fait tressaillir aujourd'hui encore à telles paroles qui m'émouvaient déjà assez mystérieusement au seuil de ma 20e année. Celui qui la prononce est Oedipe, dans Oedipe à Colonne. Il est vieux, aveugle, dépossédé de sa couronne, errant, persuadé d'être sacrilège et criminel, et il dit, malgré mes malheurs, mon